La neige tombait en silence sur Leningrad, comme si le ciel lui-même voulait étouffer le bruit de la faim. Dans un appartement au 4e étage d'un immeuble fissuré par les bombardements, Alexandre Petrov tournait entre ses doigts une médaille qui brillait à la lumière grise du matin. Une médaille pour bravoure. Une médaille pour héroïsme. Une médaille qui n'achetait ni pain, ni charbon, ni avenir. Dans le coin de la pièce, le garde-manger bâillait, vide. Une étagère branlante, quelques bocaux vides, une poignée de miettes. Sa femme, Anya, enroulée dans un châle trop fin, réchauffait de l'eau dans une casserole cabossée. L'odeur n'était pas celle de la soupe, mais celle du métal brûlé. « On n'a plus de pommes de terre, Sacha, murmura-t-elle sans le regarder. Plus rien à mettre dans l'eau. Il se contenta de serrer la mâle médaille dans son poing, au point d'en marquer sa paume. On lui avait dit, tu reviendras en héros. Le pays sera reconnaissant. Il était revenu en héros, oui, dans une file d'attente interminable devant un magasin d'État aux étagères vides, attendre des coupons de rationnement comptant une prière. Un voisin passa dans le couloir, toussa, puis souffla d'une voix rauque, « Petrov, t'as reçu ta ration de cette semaine. Ils disent qu'il y aura peut-être du sucre, si on arrive assez tôt. » Alexandre lança un regard vers la porte, puis vers Anya. Elle haussa les épaules, les yeux cernés. « On n'a même plus de quoi échanger au marché noir, dit-elle doucement. Pas de bijoux, pas de montre. Juste ta médaille. » Elle marqua une pause, le regarda droit. « Et ça, tu sais bien que personne ne la paiera. » Ces mots lui transpercèrent la poitrine plus fort qu'un éclat d'obus. Il sentit monter en lui une colère sourde, pas contre elle, mais contre cette promesse brisée d'un pays en ruine qui décorait ses soldats et laissait leurs enfants grelotter. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce glaciale, s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, la ville tentait d'avoir l'air vivante, silhouette pressée, foulard serré, sac vide. « Je peux encore travailler, dit-il, plus pour lui-même que pour Anya. Construire. Porteur. Quelque chose. » Elle secoua la tête. Ils embauchent à l'usine, mais ils paient en ration, pas en argent. Et même là, c'est pas assez. Un silence lourd tomba en eux. Le murmure de l'eau qui commençait à bouillir semblait presque ironique. Alexandre se surprit à penser à une chose absurde. À quoi servait tout ce qu'il avait vécu? Toutes ces nuits glacées dans les tranchées, tous ces ordres secrètement imprimés, ces cartes recopiées, ces rapports qu'il avait eu transportés sous le feu ennemi. Autrefois, ces papiers valaient des vies. Aujourd'hui, sa propre vie ne semblait plus valoir grand-chose. Il rouvrit la main. La médaille reposait dans sa paume, froide, inutile. Dans un éclair de rage, il faillit la lancer contre le mur. Mais un souvenir s'interposa, précis comme une photo, une nuit de retraite, la terre gelée, des mains pressées qui creusent à la hâte, un petit coffre de bois sombre, refermé à la va-vite avant de disparaître sous la neige. Son souffle se coupa. Anya, qui le regardait, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pâli. Tu as mal ?» Alexandre ne répondit pas tout de suite. Ses yeux s'étaient perdus quelque part loin de cette pièce glaciale, loin de Leningrad. Il revoyait la forêt, le visage de son capitaine, et ce qu'on avait enfoui ce jour-là. Pas de l'or, non. Pas de bijoux. Mais quelque chose que, peut-être, le monde avait déjà oublié. « Anya. » dit-il enfin, d'une voix basse. Ici, ce qu'on a vraiment besoin de trouver, ce n'était pas de l'argent. Elle le dévisagea, confuse. « Tu parles de quoi, Sacha? On a besoin de pain, de bois, pas d'idées. Les idées ne se mangent pas. » Il esquissa un sourire triste. « Non. Mais parfois, ce que tu sais peut valoir plus que ce que tu possèdes. » Il serra de nouveau la médaille, mais cette fois, c'était pour se donner du courage. « Il y a quelque chose que j'ai laissé derrière moi, pendant la guerre. Quelque chose que personne n'a jamais réclamé. » Dans le silence glacé de l'appartement, une autre bataille venait de s'annoncer. Une bataille différente, où les balles seraient remplacées par des choix, et les grenades par des informations. Alexandre ne le savait pas encore, mais ce souvenir venait d'ouvrir la première brèche vers une nouvelle forme de richesse. Et vous, en écoutant cette scène, où sentez-vous aujourd'hui votre propre guerre financière? Est-ce le manque d'argent, le manque de stabilité, ou ce sentiment de ne pas avoir de stratégie? Parce que l'histoire d'Alexandre commence vraiment le jour où il décide de retourner vers ce coffre oublié dans la terre gelée, et c'est là que tout change.
La médaille d'Alexandre brillait au soleil d'hiver comme un morceau de feu inutile. Il la tournait entre ses doigts, assis à la petite table branlante de la cuisine. Autour de lui, le silence. Pas de casserole sur le feu, pas d'odeur de soupe, seulement le craquement du bois qui se consumait trop vite dans le poêle. Sur la table, à côté de la médaille, il y avait un carnet de dettes chiffonnées. Des colonnes de chiffres, des noms de commerçants du quartier, des dates encerclées en rouge. Il inspira profondément, le regard perdu. Héros de la patrie, avait dit l'officier en lui accrochant la décoration à la poitrine, quelques mois plus tôt. Mais la patrie, elle, ne lui avait pas offert de quoi remplir son garde-manger. Sa femme, Anna, rangeait en silence les mêmes 3 assiettes vides, chaque soir. On ne peut pas continuer comme ça, Sacha, murmura-t-elle, sans le regarder. La petite a encore demandé pourquoi on mange toujours du pain rassis. Il ne trouva rien à répondre. Que dire? Que demain serait meilleur? Il n'en savait rien. Il connaissait la guerre, les balles, la boue, les ordres hurlés dans la nuit. Mais cette nouvelle bataille contre les prix qui montaient, les cartes de rationnement, les promesses non tenues, c'était un front sans carte et sans stratégie. En sortant de l'immeuble, ce jour-là, le froid le frappa au visage comme une gifle. Les rues de sa ville, autrefois animées, ressemblaient à une file d'attente sans fin. Devant la boulangerie, des silhouettes courbées serraient leurs cartes de rationnement comme des permis d'exister. Un homme négociait un morceau de savon contre un manteau trop grand. Alexandre s'arrêta un instant, observant. La guerre avait changé la monnaie des gens. Certains payaient en cigarettes, d'autres en services, d'autres encore en promesses. L'argent officiel circulait peu. Ce qui valait réellement quelque chose, c'était ce qui était rare, et chacun essayait de deviner ce que serait la prochaine rareté. Une pensée traversa son esprit, aussi furtive qu'un souvenir d'explosion. Avant la retraite, dans la neige, son capitaine avait parlé de ce petit coffre enterré. À l'époque, il n'y avait vu qu'un poids de plus à traîner. Des papiers, des rapports, des lettres. Rien qu'il aurait voulu garder. Mais maintenant, en regardant cette foule qui troquait tout, il se surprit à se demander, et si ce coffre contenait quelque chose de plus précieux que ce qu'il avait cru? Il serra sa veste contre lui, frissonna, et sentit remonter, du fond de sa mémoire, l'image précise d'un arbre isolé, d'une butte de terre gelée, d'une pelle frappant la glace. Il ne savait pas encore que ce souvenir allait changer sa relation à l'argent, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit autre chose que la peur et le manque, une légère curiosité. Et cette curiosité, dans un monde brisé, allait devenir son premier véritable capital. Les premiers mois après son retour furent un long hiver, même lorsque la neige avait déjà fondu. L'appartement d'Alexandre, au 4e étage d'un immeuble lézardé par les obus, sentait le chou bouilli et le froid humide. Les murs transpiraient, la peinture s'écaillait, et chaque pas dans l'escalier résonnait comme dans un bâtiment abandonné. Sur la table bancale, une médaille brillait à côté d'un carnet de rationnement presque vide. Ce contraste le hantait. Un soir, sa femme, Anya, regarda longuement la médaille avant de murmurer, la voix cassée par la fatigue. « Tu sais, les décorations, ça ne se mange pas. » Il ne se vexa pas. Il se contenta de baisser les yeux. Elle avait raison. Les enfants dormaient, serrés l'un contre l'autre, pour se tenir chaud sous une couverture trop fine. À l'usine, les journées étaient interminables. Le métal grondait, les machines hurlaient, et les ouvriers parlaient peu. Chacun économisait ses mots comme on économise le sucre. Mais un détail frappa Alexandre, ceux qui semblaient s'en sortir un peu mieux n'étaient pas forcément les plus forts ni les plus rapides. C'étaient ceux qui savaient où trouver des informations. Une adresse pour du charbon en échange de cigarettes. Un contact au dépôt qui prévenait en avance quand arrivait un lot de pommes de terre. Un cousin qui travaillait dans l'administration et glissait discrètement, « Le mois prochain, on va réduire les rations dans ce quartier, prépare-toi. » Un jour, dans le vestiaire glacé, un collègue lui dit en chuchotant. « Toi qui as été officier, tu devais savoir des choses, des routes, des dépôts. Tu n'as rien gardé, rien noté ?» Alexandre eut un petit rire amer. À la guerre, on ne garde pas les souvenirs, on les enterre pour survivre. Ce mot, enterré, remonta en lui comme une bouffée d'air glacé. Il revit, brutalement, la nuit de la retraite, la terre gelée, les mains engourdies qui creusaient à la hâte, ce petit coffre en bois qu'il avait caché avec son régiment. À l'époque, ce n'était qu'une mesure de sécurité, protéger des documents militaires que personne ne devait trouver. Il se figea, un gant à moitié enfilé.
Tu te sens bien, Petrov, demanda le collègue. Oui, oui. Mais dans sa tête, une autre guerre venait de se rallumer. Pourquoi ce souvenir revenait-il maintenant, alors qu'il comptait chaque morceau de pain? Que contenait exactement ce coffre? Des rapports, des listes, des cartes, des lettres. Rien qui ressemble à de l'or. Pourtant, dans ce monde en ruine, tout ce qui était rare prenait de la valeur. Et la clarté commençait à se faire, la rareté, ce n'était plus seulement la nourriture ou le charbon. C'était aussi la mémoire. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Alexandre ne regarda pas sa médaille. Il regarda ses mains. Des mains qui avaient creusé la terre pour enterrer des secrets, et qui pouvaient peut-être, maintenant, la creuser pour déterrer une autre forme de chance. Il n'osa pas encore en parler à Anya. Mais alors qu'il soufflait sur sa soupe trop claire, une question s'imposa. Et si ce qu'il avait laissé derrière lui valait plus que tout ce qu'il possédait aujourd'hui? Cette nuit-là, couché sur le dos, les yeux grands ouverts, il se mit à retracer mentalement le chemin de son régiment, les forêts, les villages, le fleuve, la colline, jusqu'au point où ils avaient enfoui le coffre. Plus il se concentrait, plus les contours se précisaient. Et au rythme de son cœur affolé, une décision se forma, encore fragile, mais irréversible. Le lendemain, il allait poser la première question qui changerait tout. Les jours suivants, Alexandre tourna autour du petit coffre comme on tourne autour d'un feu mourant, sans savoir s'il va réchauffer ou brûler. Sur la table branlante de la cuisine, il étala les carnets, les lettres, les cartes, les rapports jaunis. L'odeur de poussière et de tabac froid se mêlait à celle de la soupe claire qui mijotait pour sa femme et son fils. Il prit un premier carnet, l'ouvrit au hasard. Des colonnes de chiffres, des mouvements de troupes, des dates précises. Il fronça les sourcils. À quoi ça sert, ce fatras, grogna-t-il, mi pour lui-même, mi pour le silence qui l'entourait. Sa femme, Anna, essuyait un bol avec un torchon râpé. Elle le regarda, fatiguée mais attentive. « C'était à toi, ça ?» demanda-t-elle doucement. « Non, à l'un de nos officiers. » Il notait tout. Ravituaillement, route, contact dans les villages. Je l'ai aidé à cacher ça quand on a reçu l'ordre de se replier. On a juré de revenir. Lui est mort. Moi. Il laissa la phrase en suspens. Le vide dans le garde-manger répondait à sa place. Le soir, alors que le petit Micha dormait, Alexandre continua à lire. Entre deux pages de statistiques, il découvrit des lettres, des paysans qui se plaignaient des réquisitions, des commerçants qui parlaient de marché noir, de troc, de cache de nourriture et parfois d'or. Rien de spectaculaire, juste la vie nue de gens pris dans la tempête. À mesure qu'il avançait, quelque chose changeait dans son regard. Au début, il n'y voyait que du passé. Puis une idée, très fine, presque honteuse, commença à se frayer un chemin. Il murmura, comme s'il avait peur que les murs l'entendent, tout le monde a oublié, mais tout est là. Qui a aidé, qui a trahi, qui a caché quoi, et où? Anna s'assit en face de lui. Alexandre. Ce ne sont que des papiers. On ne peut pas les manger. Il releva la tête, piqué au vif. Tu crois que je ne le sais pas? Sa voix éclata, puis il s'adoucit aussitôt. Pardon. C'est juste que... Il prit une grande inspiration. Son esprit de soldat, entraîné à lire le terrain, commençait à lire autre chose, des réseaux, des liens, des intérêts. Regarde, dit-il en étalant 3 documents. Ici, un rapport sur un dépôt de carburant volé. Là, une lettre d'un marchand qui se plaignait qu'on lui a pris 3 caisses de matériel médical qu'il cachait. Et ce plan, c'est le village où tout ça s'est passé. Ces gens sont encore vivants. Leurs enfants aussi. Leurs secrets aussi. Anna resta silencieuse. Dans le monde d'après-guerre, la pénurie n'était pas que matérielle. Il manquait de confiance, de preuves, de mémoire claire. Les gens chuchotaient, accusaient, se défendaient, mais peu pouvaient prouver quoi que ce soit. Et tu comptes faire quoi, avec tout ça? Les dénoncer? Il secoua la tête. Non. Je ne suis plus soldat. Je ne chasse plus. Je négocie. Elle eut un rire incrédule. Négocier? Avec qui? Nous n'avons même pas de bottes sans trou, Alexandre. Il posa sa main sur le carnet, comme on pose la main sur un serment. Personne ne se souvient précisément de ce qui s'est passé pendant le chaos. Mais moi, j'ai ça. Des dates,
des noms, des lieux. Pour certains, ces papiers vont être dangereux. Pour d'autres, précieux. Tu vois? L'information, c'est. Il chercha un mot qu'il n'avait jamais eu besoin d'utiliser. Un pouvoir. Et le pouvoir, ça se monnaie. Si je peux aider quelqu'un à prouver qu'il n'a pas volé, ou au contraire rappeler à un autre ce qu'il doit. Peut-être que pour la première fois, ce que je sais vaudra quelque chose. Plus que la médaille. Anna le regarda longtemps. Entre la peur et l'espoir, son cœur hésitait. Et si tu te trompes, dit-elle finalement. Et si personne n'en veut, de ta mémoire. Alexandre baissa les yeux vers les documents. Il se revit dans la neige, le coffre dans les bras, courant sous les bombes. Il n'avait pas risqué sa peau pour rien. Il ne voulait plus croire au hasard. Alors nous resterons comme nous sommes, admit-il. Mais si j'ai raison, cette fois, ce ne sera pas un général qui décidera de ma vie. Ce sera moi. Il replia soigneusement les papiers, les rangea par catégorie, traça des signes au crayon. L'ancien soldat affamé devenait archiviste de l'ombre, architecte d'une fortune invisible. Dans la rue, au loin, on entendit des voix, des disputes étouffées sur les ratios, les prix, les dettes. Alexandre leva la tête, attentif, comme s'il écoutait un nouveau langage. « Tu entends, Anna » murmura-t-il. « Tout le monde parle d'argent. Mais personne ne sait vraiment ce qu'il doit, ce qu'on lui doit, ce qui s'est passé. Ils sont perdus. Et quand les gens sont perdus, celui qui a la carte a une longueur d'avance. » Il caressa la couverture d'un carnet, comme on caresse la crosse d'un fusil autrefois familier. Reste à savoir comment transformer cette carte en chemin concret, en pain sur la table. Et surtout, à qui montrer ce qu'il sait, sans devenir à son tour une cible. Alexandre resta longtemps assis devant le coffre ouvert, les doigts tachés de terre, le cœur battant trop vite pour un homme immobile. Le soleil déclinait derrière les toits de tôle, projetant une lumière orange sur les papiers étalés au sol. Il prit un des carnets, l'ouvrit avec précaution. L'écriture serrée d'un officier, des colonnes de chiffres, des noms de villages, des dates, des annotations en marge, pont détruit, stock brûlé, train retardé de 3 jours. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas de l'or. Mais ce n'était pas non plus du simple papier. Il y avait une logique, un réseau invisible derrière ces mots. Il se retrouva soudain replongé dans l'hiver 43, la neige jusqu'aux genoux, les ordres chuchotés dans la nuit. À l'époque, ces dossiers valaient des vies. Aujourd'hui, que pouvaient-ils bien valoir?